Bonjour à tous, ça a démarré, excusez-nous, on a quelques secondes de technique qui étaient en cours. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire que La Rochelle Technopole a le plaisir de co-organiser avec le SPN et la French Tech Atlantic Valley, représenté aujourd'hui par Fabien Oda. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, édition encore une fois un petit peu spéciale, parce que nous sommes là surtout pour répondre, enfin nos intervenants sont là surtout pour répondre à vos questions, donc très interactif. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Simone Kamiki, la directrice de la Banque de France en Charente-Maritime. Nous recevons aussi Monsieur David Adolphe de la Directe. Et nous aurons aussi le plaisir, même si pour l'instant il y a un petit souci technique, d'accueillir Madame Belloussi-Poiret de la DGFiP. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, Madame Kamiki va nous parler du PGE, du médiateur du crédit et autres outils pilotés par la Banque de France. Donc on démarre, c'est à vous Madame Kamiki. Hop, et bien voilà, bonjour à tous, je suis contente d'être avec vous ce matin pour faire un échange effectivement sur ces trois sujets. Le prêt garanti par l'État, ensuite un petit point sur la médiation du crédit qui va dans la suite du prêt garanti par l'État si le prêt n'est pas accordé, et enfin sur des deux points particuliers Banque de France que sont le correspondant TPME, voir dans quel cadre il intervient, et puis je finirai sur une offre aussi qui existe spéciale Covid Banque de France pour procéder à une analyse financière. Alors, d'abord, pour le PGE, je crois que ce que je vais faire, c'est peut-être représenter les données générales sur le prêt garanti par l'État. Je pense que c'est nécessaire parce qu'on le voit dans les mises en œuvre, quelquefois, il y a quand même encore beaucoup de questions, c'est récent, mais il y a beaucoup de questions quand même de fond. Alors, tout d'abord, le prêt garanti par l'emploi. Ce prêt, par qui est-il accordé? Il est accordé par votre banque habituelle. Donc, c'est la banque qui accorde à l'entreprise. Et ce n'est pas, je l'entends quelquefois, ce n'est pas un prêt de l'État. C'est vraiment le banquier qui accorde le crédit à l'entreprise. Alors, l'État intervient comment? L'intervention de l'État, c'est parce que c'est elle qui va garantir ce prêt. Voilà. Et cette garantie, elle est quand même très significative puisqu'on verra tout à l'heure, le taux est quand même très élevé. Donc, voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que ce sont les réseaux bancaires qui ont accordé ces crédits? Parce qu'en fait, le choix du gouvernement de Bercy a été de mettre en place un dispositif qui devait être très rapide, qui devait se mettre en place très rapidement et surtout aussi très largement. Voilà. Pourquoi? Puisque l'objectif, c'est d'apporter la trésorerie qui est nécessaire, bien sûr, à toutes les entreprises. Et là, au centre de la présentation, vous pouvez le voir, j'ai noté toutes les entreprises qui peuvent en bénéficier, TPE, PME, ETI, artisans, commerçants, start-up, bien sûr, entreprises innovantes, associations, donc tout le monde a droit, toutes les structures a droit au PGE. A droit, alors je vais dire à droit, mais c'est plutôt peut prétendre au PGE. Donc, c'est vraiment une mesure d'accompagnement à la reprise. Le PGE n'est pas pour financer des situations antérieures, mais elle est pour financer un accompagnement à la reprise dans le cadre du Covid. Alors, au niveau de la garantie, comment se passe la garantie? En fait, comme je le disais précédemment, la garantie est quand même assez significative puisque l'État garantit 90% du montant qui est emprunté. Alors, pour les 10% restants, il n'est pas prévu et il n'est pas possible qu'il y ait une autre garantie qui soit demandée, une autre garantie ou une autre sûreté. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir une garantie personnelle sur les 10% restants. C'est le risque qui est pris par le banquier sur ces 10%. Ça, c'est très important puisque du coup, ça ne vous engage pas
sur une garantie personnelle. Alors, les 10% de part de risque que prend le banquier, ça explique aussi pourquoi aujourd'hui les banquiers ont bien évidemment, dans le cadre de l'octroi, une obligation ou une règle normale d'analyse de risque. Voilà, les crédits ne sont pas accordés sans aucune analyse réalisée sur la situation financière de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important parce que c'est vrai qu'on entend souvent que le PGE, c'est un droit au crédit. Il n'y a pas de droit au crédit. Il y a un plafond qui peut exister, mais il n'y a pas un droit. C'est-à-dire qu'il y a une analyse de risque qui est réalisée, qui prend bien évidemment en considération la situation actuelle du Covid, qui peut aller jusqu'à un arrêt total de l'activité. Donc ça, c'est une notion de risque. C'est bien pour ça que l'État couvre les 90%, mais il n'y a pas de droit au PGE. Voilà, il y a une analyse qui est réalisée avec un fort engagement des banquiers, mais il y a quand même cette analyse qui est réalisée. Alors, en ce qui concerne les engagements bancaires, ce que l'on peut voir, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un article qui est passé sur les Échos ce matin, on voit à quel niveau les engagements bancaires sont quand même très importants. Alors, je nuancerai différentes situations. D'abord, pour les entreprises qui sont peu affectées ou qui avaient, avant la crise, et encore aujourd'hui, une trésorerie ample. Donc là, il est possible que le banquier n'intervienne pas tout de suite. C'est-à-dire que soit il n'y a vraiment pas besoin du tout, et là, le banquier peut mettre en attente, voire échanger avec l'entreprise pour lui dire est-ce que réellement il y a besoin d'un PGE ou pas, sachant qu'il doit y avoir un remboursement derrière. Donc, soit il n'y a pas besoin, soit il y a potentiellement un besoin sur un temps un petit peu plus décalé. Et là, dans ce cas-là, le dossier n'est pas traité forcément en priorité. Voilà. Vous voyez que j'apporte beaucoup de nuances parce que l'entreprise, elle peut attendre un tout petit peu plus par rapport à d'autres entreprises qui ont des besoins immédiats. Pour les entreprises qui ont besoin immédiatement, comment ça se passe? Donc, les entreprises qui bénéficient d'une cotation satisfaisante, c'est-à-dire ou une cotation Banque de France 3++ à 5+, ou une cotation interne à l'entreprise, au banquier, pardon, à l'établissement bancaire. Si cette cotation interne, elle est située donc bien dans une bonne situation financière, qui traduit une situation financière satisfaisante, dans ce cas, les prêts vont beaucoup plus vite. Voilà, puisque le banquier connaît déjà son entreprise. Alors, malgré la cotation, quelle que soit la cotation, les interventions des banquiers, c'est vraiment une intervention très large, la plus large possible. Et pour ça, le banquier utilise des justificatifs le plus simplifiés possible. Voilà. Même si on n'a pas des plans de trésorerie, même s'il n'y a pas des plans prévisionnels d'activité, l'entreprise reste à la possibilité d'avoir ce crédit. Voilà, donc la cotation permet simplement d'avoir une idée sur la santé financière de l'entreprise. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions, normalement la réponse elle arrive dans les 5 jours. Voilà. Alors je dis moins de 5 millions, mais il y a quelquefois sur des chiffres d'affaires plus élevés, ça va aussi vite. Sur des chiffres d'affaires moins élevés, voire de 10 millions, hier j'ai discuté avec un banquier, au bout de 2 heures, l'accord est donné. Donc vous voyez que c'est quand même, ça peut être très rapide aussi. Alors, pour toutes les autres entreprises qui présentent des fragilités, dans ce cas, il y a une analyse qui est faite au cas par cas et une analyse qui est un petit peu plus approfondie. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Une entreprise qui a des difficultés n'est pas forcément écartée du PGE. Il y a simplement une analyse au cas par cas. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à bien relever puisque c'est vraiment appliqué côté banquier. Alors, un petit point particulier sur les entreprises, les entreprises fragiles. Donc, on avait une norme européenne qui faisait que si l'entreprise avait des fonds propres négatifs ou des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, jusqu'à ce matin, ces entreprises n'étaient pas éligibles au PGE. Voilà, c'était une norme européenne. Depuis ce matin, les entreprises fragiles, en fait, même si les capitaux entreprises fragiles qui s'entendent sous des capitaux propres négatifs, elle est éligible au PGE, puisque on s'en réfère à la loi française qui fait qu'une entreprise pourra être
exclue, inéligible au PGE uniquement si en fait elle a une procédure collective qui est ouverte avant le 31/12/2019. C'est la seule référence qui reste. Voilà. Toutes les entreprises qui sont de création récente ou les start-up, dans ce cas, c'est un examen attentif en fait par le banquier qui est fait entre le banquier et vous-même. Alors, la documentation qui est demandée, comme je l'ai dit tout à l'heure, le banquier ne demande pas de documentation excessive. La projection, s'il y en a une, c'est bien. S'il n'y en a pas, eh bien, on prend en considération ce qui s'est passé précédemment. Voilà. Et donc, le banquier s'appuie énormément sur la connaissance préexistante qu'il a sur son client. Alors, aujourd'hui, on est sur des réponses à peu près en fonction des demandes. Il y a entre 90 et 95% des entreprises qui perçoivent les PGE qu'elles ont sollicités. Vous voyez qu'on est sur un nombre d'entreprises qui n'ont pas obtenu leur PGE sur un nombre très faible. Et dans les entreprises qui ne l'ont pas eu, donc il y avait cette condition qui était les capitaux propres négatifs, mais il y a des entreprises qui n'étaient pas viables avant la crise et qui ne sont pas viables aujourd'hui et pour lesquelles, bien évidemment, il n'est pas possible de prêter. Alors, si il n'y a pas de PGE, si l'entreprise n'obtient pas son PGE, donc elle a la possibilité de faire une demande. Alors ça, c'est ma deuxième diapositive auprès de la médiation. C'est-à-dire que le PGE a été demandé, il a été refusé par le banquier, ou alors s'il a été accordé, mais pour un montant beaucoup moindre que celui qui a été demandé, dans ce cas-là, l'entreprise peut faire appel à la médiation. Donc, c'est tout ce qui est difficulté de financement. Et pour solliciter la médiation, il suffit d'aller sur le site médiateur du Crédit Banque de France ou d'appeler au numéro qui s'affiche. Et dans ce cas, il y a un dossier qui est à déposer. Dans le cas du Covid, on a fait un dépôt de dossier allégé. Et à partir du moment où le dossier est déposé chez nous, dans les 48 heures, on décide de l'éligibilité. Et dans les 5 jours, on a une réponse normalement de la part du banquier. Donc, le dossier est déposé. Là, le médiateur du crédit à la Banque de France vérifie s'il y a bien éligibilité du dossier et dans les 48 heures du dépôt. Et ensuite, le médiateur du crédit écrit au banquier pour indiquer que cette entreprise a déposé son dossier et on renégocie, on est médiateur, c'est-à-dire qu'on intervient entre vous-même, l'entreprise, et le banquier. Voilà. Alors, si en dehors de la médiation, il y a aussi une possibilité de contacter une personne que l'on appelle le correspondant TPME, toujours à la Banque de France. Ce correspondant TPME, il est à votre service pour toute question, pour le conseil, pour l'orientation, pour des questions de financement, pour des questions de rééchelonnement de crédit bancaire, de refus de financement, de retard de paiement, de cotation. Donc, et là, vous pouvez le joindre soit par le mail qui est affiché, soit par le numéro de téléphone. C'est un correspondant qui est à La Rochelle. Et enfin, dernier point, avec le Covid-19, nous avons mis en œuvre une possibilité de diagnostic financier, c'est-à-dire que ça vous donne la possibilité d'élaborer un rapport d'analyse financière concernant votre entreprise. Et pour accéder à ce document, à cette analyse plutôt, soit c'est par le correspondant TPE, soit c'est directement sur un site internet en ligne Diagnostic Financier BDF. Ce diagnostic vous permet notamment de faire des scénarios de développement, d'élaborer un plan de trésorerie, un plan prévisionnel d'activité. Voilà ce que je pouvais dire sur sur les 3 éléments et je suis bien évidemment à l'écoute de vos questions. Écoutez, moi, j'ai trouvé ça très clair. Merci beaucoup, Madame Kamiki. Et puis, il y a beaucoup de questions, enfin, en tout cas, plusieurs questions sur le chat. Fabien, est-ce que tu peux dire? Tout à fait. Alors déjà, il y a 2 questions qui se rejoignent un petit peu sur la cotation, la note attribuée par la Banque de France. La première question, c'est quel est le niveau de note que l'on peut juger satisfaisant pour une entreprise? Et puis une deuxième question à laquelle vous pouvez peut-être répondre également, c'est comment est-ce qu'on fait pour obtenir aujourd'hui sa note de cotation, sachant qu'il n'est pas possible de se déplacer pour effectuer les démarches administratives? D'accord.
Alors, la cotation en dehors de cette période de Covid, il y a des cotations très favorables qui sont des cotations donc très favorables. Ça veut dire qu'on a les dossiers d'analyse, on a le dossier, l'alias fiscal, et on fait l'analyse sur l'entreprise et on prend en compte les perspectives et on donne une cotation 3 à 4. Ce sont de très bonnes cotations, c'est-à-dire que que ce soit en termes de rentabilité ou de structure bilancielle, il n'y a pas d'élément de fragilité. Et ces cotations, en fait, elles servent après aux banquiers à aller se refinancer sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'elles sont aussi importantes que ça. Refinancer, ça veut dire qu'un banquier, quand il prête de l'argent à une entreprise, s'il a suffisamment de fonds, pas de problème. S'il n'a pas de fonds, il va emprunter sur un marché. Et quand il a dans son portefeuille des entreprises qui sont bien cotées, il peut aller chercher plus d'argent. Donc, dans le cas du Covid, on a facilité ce refinancement au niveau des banques. Donc, du coup, il y a de la liquidité aujourd'hui autant qu'il est nécessaire. Donc, cette cotation 3 à 4, c'est des cotations très favorables. Pour le Covid, on a considéré que de 3 jusqu'à 5 plus, c'était satisfaisant. C'est-à-dire qu'une entreprise qui présente quand même quelques éléments de fragilité, c'est-à-dire traduit par une cote 5, elle est quand même éligible, tout à fait éligible au PGE. Une entreprise qui présenterait des éléments de fragilité beaucoup plus graves, et là, c'est coté par une cote 6, l'entreprise, elle reste éligible au PGE, si ce n'est qu'il y a une analyse de risque faite par le banquier qui est un petit peu plus importante. Si vous voulez votre cotation, soit vous passez par le correspondant TPE et lui, vous l'appelez et il vous donnera un lien et vous irez chercher votre cotation comme vous le souhaitez, soit il vous enverra votre cotation. Voilà. Parce qu'il y a une possibilité par Internet d'aller chercher la cotation. Mais il y a un petit système qu'il vous faut d'abord déclarer votre compte. Et ensuite, vous accédez à votre cotation autant que vous le voulez. Je ne sais pas si après, Monsieur Lormont-Gazon, c'est prévu qu'on puisse donner un complément de contact pour accéder à cette cotation. Sinon, je vous le ferai passer sans problème. Le site Internet sur lequel vous pouvez vous baser pour aller chercher votre cotation. Et là, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense qu'on y arrivera avant la fin de ce webinaire. D'accord. Alors, il y a une autre série de questions qui tournent autour de la réponse des banques, parce que c'est vrai que certains indiquent qu'ils ont obtenu des réponses très rapidement. D'autres, en revanche, n'arrivent pas à obtenir de réponse très rapidement. Une entreprise nous signale que ça fait maintenant 24 jours, que son dossier est en attente. Une autre que c'est pas son conseiller habituel qui traite le dossier, mais un agent qui ne connaît pas du tout l'entreprise. Et donc la question, c'est quels sont les recours possibles? Comment est-ce qu'on peut interagir avec vous quand on rencontre des difficultés pour le traitement de son PGE avec sa banque? D'accord. Alors, en ce qui concerne le délai, il y a deux choses. Il y a le délai de réponse, mais il y a aussi après, une fois que la réponse a été donnée et que le crédit a été validé, il y a un délai qui peut être lié à la signature du contrat. Donc, certains réseaux bancaires ont dématérialisé ces signatures et d'autres passent par la poste. Donc là, on est un petit peu, la poste fonctionnant pas à 100%, il peut y avoir ce délai-là. Donc là, vous restez en contact avec le banquier, avec votre conseiller, pour voir où se situe ce délai, pour quelle raison il est long, est-ce que c'est lié à la poste ou s'il y a autre chose. Donc ça, malheureusement, quand c'est des délais postaux, le banquier ne peut pas intervenir. Quand les délais sont très très longs, là on parle de 29 jours, non, 29 jours, c'est pas un délai qui normalement c'est pas le délai habituel et courant de la part d'un banquier. Donc ça, c'est qu'il y a quelque chose. Soit il y a une difficulté dans le traitement du dossier. Dans ce cas, il faut vraiment reprendre contact avec le conseiller. Soit si vraiment, malgré les contacts par mail, surtout parce que peut-être par téléphone, c'est peut-être le conseiller a énormément de dossiers, il va peut-être pas répondre par téléphone, donc privilégiez le mail. Si au bout d'un délai très long, vous n'avez pas de retour, la possibilité, c'est de faire appel à la médiation. Et nous, à ce moment-là, on intervient pour voir ce qui s'est passé, si réellement il y a une difficulté. Quelle est la difficulté? Voilà. Mais 29 jours, non. Dans un réseau bancaire, je ne sais pas, je vois pas. Voilà. Mais normalement, le délai est de 5-6 jours. C'est vrai que dans la situation où on était, un délai de 10 jours n'était pas du tout anormal. Sans que ce soit une référence. Merci beaucoup. Si jamais vous avez un délai un peu long, vous avez la médiation ou le correspondant TPE. À l'aide des coordonnées que vous avez du coup indiquées et qui s'affichent effectivement dans le slide. Merci beaucoup.
Une autre question, si le banquier demande une garantie personnelle ou une garantie supérieure aux 10% restants, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Comment est-ce qu'on peut lui répondre? Là, c'est le texte, hein, c'est le texte du PGE. Donc, il est bien prévu qu'il n'y ait pas de garantie complémentaire. Donc là, c'est le texte. Donc, si c'est exigeant, il peut pas y avoir cette exigence. C'est pas possible. Donc, sauf si c'est un prêt autre que le PGE qui a été accordé. Voilà. Donc, si c'est un autre prêt, parce que si l'entreprise ne pouvait pas avoir le PGE et on lui a proposé un autre prêt, là, il y a de la garantie personnelle. Mais si c'est un PGE, il ne peut pas y avoir de demande de garantie complémentaire. Et là, il faut dialoguer avec la banque, le conseiller, en s'appuyant sur le texte du PGE, qui est retrouvé vous pouvez aller sur FAQ des prêts garantis pour l'emploi, et là vous aurez garantis par l'État, pardon, et là vous aurez l'information le texte de base. Parfaitement, parfaitement clair, merci beaucoup. Une autre question qui est posée, qui est dans le même esprit, donc je pense que vous allez faire la même réponse. Il n'y a pas non plus normalement d'exigence sur la garantie de l'état de santé du dirigeant qui peut être demandée non plus. Non, non, puisque la garantie, les 90% de garantie par l'État, il n'y a pas de diagnostic médical. Très bien, ça me paraît très clair. Ce que je vous propose, en vous remerciant beaucoup, Madame Kamiki, pour ces réponses qui, moi, m'ont paru plutôt limpides. Et encore une fois, vous avez à l'écran donc les coordonnées du médiateur du crédit et de la médiation. On va donc passer à la présentation de Monsieur Adolphe, ou peut-être juste revenir. Le 0810, c'est un numéro surtaxé ou pas? Non, non, pas du tout. Donc, c'est toutes les questions posées par le correspondant TPE, comme ça, c'est pas surtaxé. Très bien, parce qu'il y avait une question, je crois que la seule qu'on n'a pas traitée, me semble-t-il, qui était relative à cela. Même depuis un portable, Monsieur Durleman. Ce que je vous propose donc, c'est de passer à l'intervention de Monsieur David Adolphe de la Directe. Donc là aussi, présentation 10 minutes, et puis ensuite vos questions par le chat. N'hésitez pas. Et en fin de session, de toute façon, nous reviendrons pour des questions qui pourraient à nouveau concerner la médiation, le crédit ou le PGE. Merci encore, Madame Kamiki, et puis Monsieur Adolphe, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Alors, je vais vous évoquer pour ces 10 minutes un peu le rôle de la Directe, quels sont les dispositifs mobilisables, et on va préciser les grandes lignes avant de répondre aux questions. Donc, tout d'abord, la Directe veut dire que depuis le début de la crise, c'est une administration, c'est un service public qui intervient pour en première intention de l'ensemble des entreprises qui souhaitent bénéficier d'informations, soit sur les dispositifs propres à la Directe de façon générale, et derrière nous, on a été mobilisés pour réorienter vers les services publics qui étaient concernés. Voilà, donc ça c'est un premier point. Juste aussi vous préciser, pour que ce soit bien clair, que ce que c'est la Directe, c'est une direction régionale qui regroupe les services du ministère du Travail en région et les services du ministère de l'Économie sur l'aspect développement économique. C'est pour cela qu'on intervient aujourd'hui pour des compétences en termes de dispositifs. Monsieur Adolphe? Oui. Monsieur Adolphe, oui. On vous entend très mal, enfin personnellement, en tout cas c'est très haché. Voilà, c'était juste pour vous... Là c'est mieux. Ouais, je vais mettre près du micro. Donc oui, j'étais en train de expliquer synthétiquement la Directe. On est sur le volet tout ce qui change du travail, emploi, et sur le volet développement économique. Ça c'est un premier point. Pour vous rappeler aussi qu'on a une vision assez transversale, pour vous rappeler rapidement que le gouvernement a mis en place plusieurs typologies d'aides, qui sont des aides généralistes, et dans certains cas, qui peuvent concerner des secteurs qui ont été soit qui nécessitent une certaine continuité, donc ça c'est des mesures propres par exemple à l'agroalimentaire, donc je n'utilise pas tout, et par moment, des fois, des spécificités aussi à un certain public, notamment les startups, et je crois qu'il y a des dispositions qui ont été présentées donc,
la semaine dernière dans un autre webinaire organisé. Globalement, ces aides aujourd'hui concernent le maintien de l'activité de l'emploi, donc cette activité partielle, je vais y revenir. Il y a tout un volet report de charges fiscales et sociales. Il y a tout ce qui concerne la trésorerie, on vient d'évoquer ça. Et bien sûr, il y a une mesure phare en tout cas, qui permet de maintenir un niveau de finance de trésorerie qui est accessible à un grand nombre d'entreprises. C'est aujourd'hui le fonds de solidarité. Et enfin, il y a tout un pan lié aux difficultés contractuelles, aux relations commerciales avec les fournisseurs, clients. C'est ce qui est mis en place par la médiation des entreprises. Monsieur Adolphe? Donc, moi, oui. Monsieur, alors, le son est très dégradé. Est-ce que l'on peut tenter, je suis désolé de vous demander ça, peut-être en désactivant votre caméra, peut-être qu'il y aura un meilleur réseau, je ne sais pas, on peut essayer en tout cas. Voilà, j'ai désactivé ma caméra, on verra si ça... Oui, j'ai désactivé la caméra, j'espère que ça passe mieux. Ça passe un petit peu mieux, en tout cas pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oui. Ça a l'air d'aller, donc je vais continuer. Donc je voulais vous expliquer un petit peu, présenter rapidement les dispositifs qu'on a directement en gestion. Donc tout d'abord l'activité partielle, ça c'est un gros point du plan de sauvetage, on va dire, plan d'urgence. Donc l'activité partielle permet pour les entreprises qui ont subi une baisse d'activité ou qui ont été fermées de façon administrative, une rémunération, en tout cas une indemnisation de l'État pour les salariés qui ne sont pas en activité. Cette rémunération, cette indemnisation, donc elle se fait de façon dématérialisée. Je pense que l'ensemble des entreprises qui sont connectées et qui sont dans cette situation-là ont dû déjà faire les démarches. Donc, dans les grandes lignes, c'est 70% d'indemnisation du taux horaire brut. Ça, c'est un point. C'est 100% quand le taux horaire est au niveau du SMIC. C'est une démarche qui se fait, c'est une demande qui se fait pour une année, qui peut être autorisée en tout cas pour une année, et après, les entreprises déclarent sur la plateforme directement tous les mois les volumes d'horaires chômés, qui leur permet de recevoir derrière une indemnisation. Donc, ce dispositif a été revu. Il y a eu plusieurs modifications au cours du mois, donc les choses ont été de plus en plus précisées de façon à prendre en compte des particularités de telle entreprise ou de tel calcul contractuel de taux horaire. Voilà. Donc ça, c'est des points. Je pourrais répondre aux questions s'il y en a sur ces modalités-là. Et quand une entreprise fait une demande d'indemnisation tous les mois, le versement se fait après sous une dizaine de jours. Voilà. Donc là, on est aujourd'hui, les entreprises peuvent constater les premiers versements pour les demandes relatives au mois de mars. Donc ça, c'est un point sur l'activité partielle. Un deuxième point qui concerne aussi les salariés en position d'activité partielle sont les souhaits de pouvoir les maintenir en formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un dispositif qui existe, qui s'appelle le FME Formation, qui a été aussi revu dans le cadre de la crise et qui permet à une entreprise qui a des salariés en activité partielle de leur faire bénéficier d'une formation dont l'État prend en charge à 100% des coûts de formation. Donc aujourd'hui, c'est une demande, un process assez simplifié. L'idée étant que les formations sont en ligne, ça c'est une condition que le salarié est en position d'activité partielle. On invite les entreprises à se rapprocher de leur OPCO de rattachement pour en faire la demande. Ou si ce n'est pas le cas, ou si elles ne le souhaitent pas, elles peuvent tout simplement aller sur le site de la Directe pour faire une demande en direct sur le site avec une convention qui sera signée entre l'entreprise et la Directe. Donc ça, c'est un point. Un autre dont je vais parler aussi du fonds de solidarité dans les grandes lignes. Donc c'est un fonds qui permet aujourd'hui, qui a été ouvert depuis le début de la crise et qui est constitué en deux volets. Un premier volet qui permet une aide, on va dire aujourd'hui mensuelle, c'est-à-dire sur mars et sur avril par rapport à la perte du chiffre d'affaires, de bénéficier d'un montant de 1 500 € maximum en regard du chiffre d'affaires perdu. La condition d'accès à ce dispositif est d'avoir une baisse de chiffre d'affaires de 50%. Alors, au mois de mars, c'était 50% par rapport au mois de mars 2019.
Au mois d'avril, les critères ont été assouplis sur une prise en compte soit du chiffre d'affaires avril 2019, soit sur une moyenne sur l'année, donc de 50% toujours de base de chiffre d'affaires. Et ce volet-là de 1 500 € est à faire sur votre espace entreprise sur le site impôts.gouv.fr. C'est une démarche assez simple. Et vous avez aussi la possibilité, si vous avez bénéficié de ce fonds-là, de prévoir, d'aller prétendre, on va dire, à une autre aide qui est là forfaitaire en une seule fois. Vous pouvez demander une seule fois une aide auprès de la région. C'est la région qui opère l'instruction des demandes et qui peut aller de 2 000 €, voire jusqu'à 5 000 € selon des conditions de perte de chiffre d'affaires. Mais cette aide, elle est quand même très soumise à des conditions, on va dire, d'éligibilité qui sont ne pas avoir eu de prêt bancaire, notamment les PGE, les prêts de trésorerie, ou alors ou faire face vraiment à des très grandes difficultés de paiement d'échéances de traite de différentes sortes. Et très grandes difficultés de trésorerie à court terme. Et d'avoir au moins un salarié, là où le premier étage peut être accessible à l'ensemble des entreprises et notamment des indépendants. Voilà, je ne sais pas si oui, j'arrive bientôt à la fin des 10 minutes. Globalement, je reviendrai sur les précisions si vous avez des questions. Et enfin, la médiation des entreprises, qui est mobilisable donc en ligne. C'est les directs qui derrière opèrent cette médiation-là, et elle peut être saisie lorsque vous avez des sujets de délai de paiement notamment, ou des difficultés contractuelles dans la réalisation des tâches, enfin des clauses contractuelles. Voilà. C'est une démarche totalement en ligne qui se fait. Là, on ne peut pas passer directement par les contacts directs en direct. C'est vraiment une démarche sur une plateforme nationale. Voilà ce que j'avais en tête de façon assez synthétique à vous dire, mais voilà, à répondre à vos questions si on a, bien sûr. Merci, merci Monsieur Adolphe. Alors effectivement, le son était très haché au début de votre intervention, donc on a eu beaucoup de mal à vous comprendre. Donc je vais essayer de vous poser néanmoins les questions qui sont intervenues sur le chat. L'aide des 1 500 €, elle est par entreprise ou par dirigeant d'entreprise? Non, c'est vraiment par entreprise. C'est pas le dirigeant qui est concerné. Alors, si le dirigeant est tout seul, c'est l'entreprise qui dirige tout seul qui est concernée, donc lui-même indirectement. Mais c'est vraiment le RIB de l'entreprise qui doit être renseigné et le SIRET de l'entreprise. D'accord, donc un dirigeant qui aurait plusieurs entreprises peut la solliciter au titre de plusieurs entreprises. S'il remplit les conditions de base de chiffre d'affaires, tout à fait. Très bien. Une autre question. Une entreprise qui serait plutôt en phase de croissance et non en phase de perte de chiffre d'affaires, mais néanmoins, dans cette croissance, le Covid a entraîné une réduction de la croissance de son chiffre d'affaires, une baisse de l'ordre de 40%. Est-ce qu'il est éligible ou pas éligible? A priori, il n'est pas éligible, c'est ça? Alors, ça dépend comment on calcule les 40%. Il n'est pas éligible si on se réfère en effet à un mois de N-1, mais par contre, si on est sur une moyenne sur l'année et qu'on est au moins à 50%, il est éligible. Il y a deux méthodes de calcul, en espérant que, après, il y a des plafonds qui ont été, des planchers qui ont été mis, oui, mais il y a deux calculs. Merci, merci David. Une petite précision, malheureusement, Madame Bellossi-Poiret de la DGFiP n'a pas pu se connecter avec son ordinateur et donc être sur scène avec nous. Par contre, comme vous avez pu le constater, elle est bien présente par téléphone et elle participe également au chat.
Donc, ce qui veut dire que si vous avez des questions spécifiquement sur l'aide de 1 500 € du Fonds de solidarité, comme ça a déjà été le cas, eh bien, en plus de la présentation de David Adolphe, elle peut compléter et elle complète les réponses sur le chat. Donc, n'hésitez pas à en poser d'autres. Moi-même, j'avais une question, David. Je me permets parce que je vois aussi. Oui, oui. Oui, très bien. Juste avant, parce que je vois aussi le chat. Pour les entreprises qui sont en croissance, bien sûr, il y a là, le gouvernement a bien entendu essayé d'intervenir sur les entreprises qui étaient vraiment en grande difficulté. Ça se comprend. Maintenant, dans un mois, on va aussi avoir un plan de relance qui va permettre de soutenir aussi l'activité d'entreprises qui maintiennent aujourd'hui une activité. Et d'ailleurs, si c'est des entreprises qui sont dans le secteur notamment du numérique, ce secteur-là va grandement bénéficier aussi de ce plan de relance si on est sur positionné sur des marchés de transformation numérique. Enfin, voilà, il y a aussi une dimension d'après-crise qui va intervenir et dont l'État sera aussi présent pour maintenir l'activité des entreprises, au-delà des mesures d'urgence aujourd'hui. Précision très très importante, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas encore une fois, chers participants, à poser d'autres questions sur le chat. Moi, j'en avais une un petit peu plus de l'ordre des chiffres clés. Je voulais savoir, David, si tu pouvais nous communiquer quelques informations sur le nombre d'entreprises qui ont été accompagnées aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, j'ai les chiffres. Alors, il suffit juste que je reprenne. Je peux prendre entre deux une question, parce que là, j'ai pas les chiffres en tête, bien sûr. Si ça vous intéresse, je vais vous les dire avant la fin de l'audio. Mais il faut juste que je retrouve le fichier, parce que c'est clairement des chiffres que j'ai pas en tête et qui évoluent souvent. Donc, mais je prends le point, je suis en train de chercher l'information. Mais je veux bien prendre une autre question entre deux. Alors moi, j'aurais éventuellement une autre question. Nous entendons des chefs d'entreprise qui ont fait appel aux mesures de chômage partiel nous dire que les mesures, enfin les demandes ont été faites, néanmoins elles n'ont toujours rien touché, c'est-à-dire elles n'ont pas du tout eu de remboursement à ce jour. Et donc malgré tout, c'est elles qui font la trésorerie et qui ont avancé la trésorerie. Est-ce que vous avez des informations à nous fournir sur des délais, sur la normalité de ce genre de choses? Et voilà. Oui, alors, si les entreprises sont au stade où elles ont déclaré leur demande d'indemnisation, je comprends qu'il peut y avoir une grande attente maintenant. C'est vrai que les délais étaient affichés de 10 jours. Je ne sais pas si on est au-delà de ces délais-là pour les entreprises qui signalent cette difficulté-là. En tout cas, il n'y a pas de souci, en tout cas, de validation de la demande, celle-ci a bien été prise en compte. On est juste sur une très grande masse de traitement de demandes qui font que, bien évidemment, derrière, il y a des répercussions en termes de délai qui peuvent avoir des grandes conséquences en termes de trésorerie, ça je l'entends, mais bien sûr, il n'y a pas de difficulté sur le versement des indemnisations. Alors, si vous voulez, je peux vous donner des chiffres si ça vous intéresse. Oui, une toute dernière question. Est-ce que le chômage partiel peut être mis en place pour l'entrepreneur dans le cadre d'une SASU, d'une SAS unipersonnelle? L'activité partielle vaut que pour la présence d'un contrat de travail, donc tout ce qui est si c'est pas un salarié, c'est-à-dire qu'en tout cas si c'est un mandataire social ou qui a un contrat de travail dans le cadre de son activité, dans son entreprise, ça c'est une mesure qui peut être permise pour l'activité partielle. S'il n'y a pas de contrat de travail pouvant être justifié dans le cadre de son activité, de son statut, il ne peut pas bénéficier de l'activité partielle. Très bien. Je pense qu'on vous écoute du coup pour des informations chiffrées sur la situation en région. Très bien. Alors, je vais parler donc pour la région Nouvelle-Aquitaine. Après, je peux faire des focus par département, même si ça vous intéresse. Donc, le nombre d'établissements qui ont déposé une demande préalable. Donc là, c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est une demande préalable.
on est sur un niveau au 22 avril, on est sur 90 000 établissements en Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente 770 000, enfin quasiment 770 000, je ne vais pas aller dans le détail, mais 770 000 personnes, effectifs concernés. Et en heures demandées, bon, ça c'est pas très intéressant, c'est les chiffres qui sont bien plus importants. Et voilà, donc après on a le nombre, bien sûr, par département concerné. Donc ça, si vous voulez vraiment une précision, je peux vous le dire. Grossièrement, de toute façon, on est sur la région, enfin sur l'ancienne région, mais si je prends les Charentes, au total, c'est quasiment 5 000. Charente-Maritime, c'est plus de 10 000. Les Deux-Sèvres, on est quasiment à 5 000. Et si j'ai oublié un département, je m'excuse. Et la Vienne, 6 000 quasiment. Voilà. Ça vous apporte des éclairages. On a... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une nouvelle question. L'aide des 1 500 €, elle peut être sollicitée chaque mois? Alors, pour l'aide des 1 500 €, en effet, alors chaque mois, aujourd'hui, il n'y a que 2 mois, donc, et au fur et à mesure de l'avancement du temps et de la crise, des conséquences qu'elle implique, le gouvernement se positionne pour reconduire ou pas cette aide. Au départ, c'était le mois de mars. Début avril, le gouvernement a permis pour le mois d'avril, et on verra ce qu'il en est pour le mois de mai. À vrai dire, il est possible que ça soit reconduit, vraisemblablement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'action formelle en ce sens, mais on est dans cette logique en tout cas. Peut-être une nouvelle question pour Madame Kamiki. Attends, je l'avais vue, elle est en train de partir, la question. Si la banque, vous la voyez par rapport au PGE, la question de Marie-Michel? Alors, Marie, je ne la vois pas, la question. Donc, si la banque, lors du PGE, a mis l'assurance santé décès sur la tête du gérant et que le PGE et les contrats sont déjà signés et débloqués. Ah, mais c'est pas grave. En fait, ça veut dire que s'il y a eu un contrat sur la tête du dirigeant? C'est ce qu'elle nous écrit. Je propose à la personne, alors je vais proposer à la personne, parce que c'est particulier ça, qu'elle m'écrive sur correspondant TPE, et sur la boîte mail qui s'affiche tpme17banque-france.fr, et je la prendrai en direct, je rappellerai la personne. Très bien, merci beaucoup. Si c'est possible, qu'elle me fait, puis je vais juste prendre le nom de la personne. Caution perso. Que la personne se signale en fait sur la boîte mail, et puis je la rappellerai. Très bien. Alors, une autre question de Laurent, qui est une TPE créée en novembre 2019 avec un début de facturation en janvier 2020. En mars, légère croissance, donc a priori, droit à aucune aide. Et depuis le 15 mars, aucun revenu, trésorerie à zéro. Comment peut-il faire? Comment peut-il faire? Je me permettrai de répondre à cette question. Donc là, il faut regarder, sans avoir les chiffres exacts, mais si il peut prétendre justement à ce fonds de solidarité. Donc ça, c'est un premier point. Sachant qu'il peut prendre en compte le chiffre d'affaires moyen sur l'année par rapport au chiffre d'affaires qu'il a en mars et en avril. Donc ça, c'est un premier point. Et après, en termes d'aide, eh bien, il y a l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre. Il y a toutes les possibilités de report de charges, que ce soit fiscales et sociales, donc auprès des impôts et auprès de l'URSSAF. Ça, c'est un premier élément de réponse. Je n'ai pas noté, mais c'est une entreprise, il est tout seul, c'est une entreprise, c'est un indépendant.
enfin, il n'y a pas de salarié. Donc, l'activité partielle peut être difficilement mobilisable dans ce cadre. Sinon, il y a l'ensemble des outils de trésorerie, donc les prêts qu'on a évoqués. Et voilà, donc ça, c'est des éléments de réponse pour l'entreprise. Oui, effectivement, Laurent confirme qu'il est seul en TNS, travailleur non salarié. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Alors, il y a ce que j'ai dit, sachant que s'il n'est pas éligible, alors l'URSSAF aussi a un plan de soutien de l'action sociale de l'URSSAF qui est mise en œuvre. Ils ont un volet pour les auto-entrepreneurs qui sera débloqué automatiquement, mais en tout cas, s'il n'est pas éligible au fonds de solidarité, ils ont une action qui se substitue au fonds de solidarité pour ceux qui n'ont pas accès à ça, qui va permettre de leur donner une aide aussi, une aide directe. Donc là, il faut se rapprocher de l'URSSAF pour avoir des précisions, si on n'est pas bénéficiaire du fonds de solidarité. Et bien sûr, on n'en parle pas ce matin, mais pour tout ce qui est de la palette des aides, il y a aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui a des dispositifs de financement et d'aide au financement pour les entreprises. Et selon les agglomérations dans lesquelles les entreprises se situent, soyez vigilants sur les plans d'urgence aussi qui sont mis en œuvre, qui pourraient être mis en œuvre dans les prochains jours pour aider les entreprises. Ça peut être envisagé aussi. J'ai pas en tête tous les plans d'urgence de toutes les collectivités, voilà. Mais ça peut être aussi un levier de veille à avoir. Alors effectivement, je vais me permettre, même si je ne suis pas le plus grand spécialiste des aides, je confirme pour Laurent qu'il y a une aide, je ne sais pas où est-ce qu'il se situe, mais il y a une aide qui a été votée par la communauté d'agglomération de La Rochelle pour les entreprises naissantes, donc celles qui ont créé depuis le 1er janvier. Néanmoins, je sais qu'il y aura un examen assez attentif pour ceux qui ont créé en fin d'année et notamment qui n'ont pas facturé en 2019. Donc, ce sera une aide qui sera sollicitable via un dossier en ligne à partir de la semaine prochaine et qui devrait être un forfait de 3 000 €. Je vous invite à aller sur la page de l'agglomération de La Rochelle, rubrique économique, pour avoir toutes les précisions. Et Anne Gerdil, ma collègue, vous a mis sur le chat le numéro de téléphone et l'adresse à laquelle vous pouvez écrire pour des renseignements sur cette aide complémentaire. Si je remonte un petit peu le fil, il y avait une question de Madame Sophie Lamy sur les formations et l'accompagnement au changement possible pendant cette période de crise. Est-ce que vous savez s'il y a des financements spécifiques ou des prises en charge qui sont possibles sur tout ce qui est formation? Alors, sur la formation, j'ai évoqué ce point-là. Donc, il y a les dispositifs habituels que vous pouvez bénéficier via vos OPCO. Mais dans le cadre d'une activité, partielle pour un salarié, il y a des prises en charge là à 100%. Donc, bien sûr, formation de changement, enfin, toute formation qui permet de s'adapter ou à des nouveaux modèles économiques ou même de qualifiant sur la transformation, un peu la mutation de l'économie ou maintien de l'employabilité, le FNE formation peut être mobilisé pour un coût zéro de l'entreprise. Pour les modalités d'accès à ce FNE, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre OPCO ou de solliciter directement la directe. Fabien, j'avais mis hier un lien, la page web de la directe qui permet de, je pourrais le même, voilà. Je me suis permis de le mettre. Excellent, Gilles, merci. J'ai reçu la formation hier soir, donc voilà. Alors, je vois une question directement sur les OPCO. Les OPCO, c'est une facilité pour ceux qui sont qui ont cotisé, enfin ceux qui sont rattachés à un OPCO. On peut passer directement par une convention avec la directe. C'est deux procédures qui sont mises en place.
aux entreprises de choisir. Voilà. Je regarde, moi aussi, je remonte le fil d'infos pour voir si on en a oublié. Laurent, quelle action URSSAF? Point d'interrogation. Donc c'est vrai que tout à l'heure, David Adolphe l'a précisé, si malheureusement vous n'êtes pas éligible à l'aide des 1500 euros de l'État, ni éligible donc au complément de la région, puisque l'un va pas sans l'autre, l'URSSAF a effectivement des aides, enfin une aide, le montant est moindre. Oui. Parce que de mémoire, il se situe plutôt entre 500 et 900 euros. Néanmoins, elle est mobilisable pour justement les personnes qui ne sont pas éligibles à l'aide de l'État des 1500 euros. Alors, il y a une aide, en précision, une aide pour les, donc là, s'il y a des auto-entrepreneurs au sein de la conférence, qui peut aller jusqu'à 1250 euros par contre. Il y a deux aides en fait qui sont mises en œuvre par URSSAF. J'ai pas de lien en ligne, c'est chaque URSSAF a une plaquette de présentation, enfin chaque URSSAF géolocalisée, régionalisée, a une plaquette d'information que on pourra peut-être la transmettre aussi en suivant, mais il y a vraiment deux aides distinctes. Une qui est automatique et qui concerne les commerçants, les commerçants et les auto-entrepreneurs et les artisans, qui sera versée de façon automatique fin avril, et une autre qui est sur demande, mais qui ne doit pas être complémentaire du Fonds de solidarité. Voilà. Laurent interroge sur ce fameux dispositif FNE Formation, où il semble qu'on parle de 1500 euros TTC par personne en chômage partiel comme plafond pour les formations. Est-ce que vous confirmez? Oui, j'ai l'impression que cette question revient souvent. J'ai l'impression que les documents sont mal écrits souvent, mais non, les 1500 euros, c'est un plafond dans la procédure d'instruction qui dit que 1500 euros, c'est un chiffre qui permet de donner une évaluation assez facile. Au-delà de 1500 euros, l'instruction est un peu plus approfondie, on va dire, des choses comme ça. Mais on peut aller au-delà de 1500 euros. C'est juste que l'instruction va être un petit peu plus approfondie par l'OPCO ou la directe. Alors, pour le FNE Formation, je vois directement le chat, je me permets. FNE Formation, c'est un dispositif qui existait déjà, c'est le Fonds national d'emploi, formation. Voilà, c'est le nom qui existe depuis presque 10 ans maintenant, sur un dispositif qui existait directement pour les entreprises qui étaient en difficulté, en baisse d'activité, et qui pouvaient prétendre à une aide, à une formation, un financement de formation directe. Voilà. Et aujourd'hui, il a été adapté pour la crise au personnel en activité partielle avec une prise en charge à 100%. On va essayer de vous mettre en lien, j'ai en ma possession un document qui s'appelle Foire aux questions FNE Formation, qui pourra peut-être répondre à vos interrogations que j'ai eues de votre collègue donc de la directe de La Rochelle. Faut juste que je trouve comment mettre une pièce jointe sur le chat et je vous mets ça. Une question de François-Éric sur le FNE Formation, justement, David. Est-ce qu'il faut être en chômage partiel pour en bénéficier? Tout à fait. C'est un critère d'éligibilité, c'est une mesure transitoire qui est permise aujourd'hui pour les salariés qui sont en activité partielle, en effet. C'est-à-dire qu'un salarié qui aujourd'hui continue de travailler, en télétravail notamment, ne peut pas bénéficier du FNE Formation avec une prise en charge à 100%.
Très bien. Une question du côté des organismes et entreprises de formation. Comment est-ce qu'elles peuvent se faire connaître pour eh bien, que les entreprises les identifient quand elles veulent passer par le FNE? Bonne question. Là, je maîtrise un peu moins ce volet de démarchage des organismes de formation. Soit il y a des relais avec les clusters notamment ou auprès de locaux qui peuvent les réorienter. Je pense que c'est des démarches plus classiques. Après, il n'y a pas de référencement dédié. Ou alors peut-être que je dis une grosse bêtise parce que je ne gère pas directement ce dispositif de façon quotidienne. Mais voilà. Une autre question qui est posée sur le coaching d'entreprise. Est-ce que ça peut être éligible comme une action de formation aux aides? Oui, a priori, après ça dépend comment on formule les choses, hein, c'est augmenter les compétences managériales ou coaching dans tel domaine, il n'y a pas de difficulté. Ce qui est refusé en soi dans le FNE formation aujourd'hui, c'est toutes les formations obligatoires incombant à l'entreprise de type formation liée à la sécurité. On n'a pas d'autres limites, on va dire, ou critères d'éligibilité qui ne seraient pas pris en compte. Et Damien, qui est d'une efficacité redoutable, vient de nous mettre dans le chat le lien vers le document FNE, qui permet d'avoir effectivement de plus amples informations. Alors, il y avait justement une autre question de Laurent. Tu peux peut-être y répondre quand même, David. C'était, est-ce qu'il faut que le bénéficiaire soit toujours dans l'entreprise 6 mois après pour bénéficier des conditions du FNE? Alors sur les 6 mois, je ne m'engagerai pas. Si c'est dans les FAQ, c'est que ça doit l'être. En tout cas, la condition, c'est qu'il doit y avoir une obligation de maintien dans l'emploi. Et évitablement, il y aura des contrôles. Pas tout le monde, mais il y aura des contrôles sur ce dispositif-là. Et si on est constaté qu'en effet le salarié n'est plus dans l'entreprise, mais alors du fait de l'entreprise et pas de son propre fait, il peut y avoir des difficultés en effet. C'est vraiment un dispositif qui permet de sauvegarder et de maintenir aussi l'emploi à terme. Xavier Freddy précise, et c'était ce que j'étais en train de lire dans la foire aux questions, qu'il fallait que les formations soient, que je comprenne bien la question, qu'il fallait que les formations soient certifiantes. Or, en ce moment, il y a beaucoup de formations qui ne sont pas certifiantes et qui pourraient en fait être réalisées pour les salariés en chômage partiel. Comment se faire référencer pour entrer dans le cadre des formations finançables par le FNE? Alors, sur la question du référencement, j'ai pas la réponse directement. Sur cette question-là, je veux bien la prendre et vous répondre de façon très précise après avoir vu ça en interne sur comment. En fait, à ce stade, ce qui était compris, c'est que l'entreprise réalise un contrat de formation avec un organisme de formation et le soumet à la directe dans le cadre du FNE formation avec les critères de l'activité partielle pour la prise en charge. Derrière toutes les mesures qui pouvaient être classiques avant sur le référencement particulier auprès de la directe ou de l'OPCO, je pense a priori qu'ils ne sont pas demandés là, mais je préfère prendre cette question-là et vous revenir avec une réponse précise dans la journée ou très rapidement. Très bien, merci beaucoup David. J'ai une question moi, pour Madame Kamiki. On sait que le secteur du tourisme est très impacté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont en cours avec les structures hôtelières, notamment l'UMIH par exemple? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a des choses dans les tuyaux pour ce secteur très, très, très touché?
Alors, au niveau national, Le tourisme, c'est ça? Au niveau national, il y a des mesures qui sont en cours, des mesures spécifiques. Donc, pour l'instant, elles sont en discussion à Bercy, donc on n'a pas encore de retour. Voilà. Sur le plan plus départemental, j'ai été approchée par la représentante de l'UMIH parce qu'elle m'avait signalé qu'il y avait des crédits qui n'étaient pas accordés. Et donc, je me suis fait communiquer l'ensemble des entreprises de ce secteur-là qui étaient concernées. Il s'avère que j'ai pas, les crédits étaient accordés mais pas encore versés. Mais les crédits étaient quand même validés. Donc j'ai à ce jour sur le département pas de dossier hors médiation, pas de dossier qui n'aurait pas eu leur PGE. Voilà, donc je reste en relation avec la représentante de l'UI pour tout dossier qui rencontrerait des difficultés, soit de délai pour l'accord des crédits, soit si vraiment il y a une difficulté de financement, à ce moment-là, on les bascule en médiation. Très bien, je vous remercie. Donc, oui, c'est un secteur qu'on suit de très très près et des évolutions, il y en aura. On attend réellement on attend les positions de Bercy. J'en profite tout à l'heure. J'ai bien reçu le mail de la personne qui me posait la question. J'ai retrouvé la question aussi concernant l'assurance. Alors peut-être que j'ai pas été claire. Il y a juste une petite différence entre l'assurance et la garantie. La garantie, c'est la sûreté, c'est-à-dire on peut pas vous demander une garantie personnelle, par exemple sur votre maison, sur du stock, voilà. Alors que l'assurance qui a été contractée en l'occurrence, mais je reprendrai contact directement aussi avec la personne, mais là je fais aussi une réponse générale. L'assurance qui peut vous être proposée, c'est une assurance décès qui va couvrir invalidité, décès, qui va couvrir le chef d'entreprise lui-même. La garantie qui est affectée par l'État, c'est une garantie de crédit. C'est-à-dire que si l'entreprise est en difficulté, et allant jusqu'à une procédure collective, dans ce cas, c'est la garantie de l'État qui fonctionnerait. Donc, c'est vraiment la garantie de l'État, c'est les 90%, c'est la garantie de crédit. L'assurance décès invalidité, c'est une assurance sur la tête du dirigeant. Et donc, c'est tout à fait possible que le banquier propose une assurance. J'aurais même tendance à dire que ça serait même très bien qu'elle y soit systématiquement. Voilà la petite nuance que je voulais apporter, sachant que je répondrai aussi directement à la personne. Très bien. Merci beaucoup, Mme Kamiki. Écoutez, je ne vois pas forcément de nouvelles questions. Vous avez 30 secondes pour le faire. Il est 12h03. Je vais déjà en profiter pour remercier nos intervenants. Merci beaucoup, Mme Kamiki, pour cette intervention et ces précisions. C'est vrai que c'est important et c'est très impactant pour les chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Adolphe. Malgré quelques soucis de micro, je pense qu'on a compris surtout la fin de votre intervention et puis vos réponses, tant concernant le chômage partiel que le fonds FNE formation. Malheureusement, donc, nous n'avons pas eu en direct live Madame Bellossi-Poiré, mais elle s'est permis de répondre et je la remercie sur le chat directement. Merci Fabien pour donc cette co-organisation SPN La Rochelle Technopole. Et puis on vous donne rendez-vous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouveau webinaire, les éclairages juridiques sur le Covid-19, donc animé notamment par la FIDAL. Voilà, donc rendez-vous mardi prochain à 11h. Et puis d'ici là, portez-vous bien, passez un très bon week-end et encore merci à nos intervenants. Et merci au SPN. À très bientôt. Très très bon week-end à tous. À bientôt.